On a mis les mêmes tests quand c'est positif et négatif. Sur buvard et sur le sang, on a les mêmes bandettes. Alors, comment annoncer le diagnostic? C'est là que ça se corse. Hein. C'est fait en prenant en compte l'histoire de vie du patient, sa représentation de la maladie, ses craintes, ce qui peut nécessiter un travail préalable avec le médecin traitant, un soignant, un éducateur et la famille. Et cette annonce, à mon avis, elle se fait pas en une seule fois. Il est souvent utile de répéter à des moments différents ce diagnostic. Et cette annonce de diagnostic ne revêt pas un caractère d'urgence. Elle peut être délivrée en plusieurs étapes. Je dis bien, dans un premier temps, il faut rassurer, dire qu'on va revenir là-dessus, on va en parler. Enfin, je parle là, bien sûr, vous l'avez compris, surtout pour l'hépatite. On voit trop de gens qui, sur l'annonce vous avez une hépatite C, voilà, je vais vous revoir, on va voir ce qu'on peut faire, il faut d'autres examens, ainsi de suite. Et puis, ils nous téléphonent à l'association en disant, ça fait 2 jours, je tourne dans ma bagnole, je ne sais plus quoi faire, je ne suis pas rentré chez moi, est-ce que je vais pouvoir continuer à payer mes traites, comment je vais envoyer mes gamins à la fac, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on voit toutes sortes de choses. Alors, le diagnostic et la prise en charge du patient, l'écoute, ça reste quand même le point faible de cette prise en charge médicale. Le praticien n'a pas toujours le temps, la disponibilité et le contexte pour que s'instaure une écoute de qualité qui, comme je disais tout à l'heure, doit se faire en plusieurs étapes des fois. D'où l'importance de la mise en place de consultations d'éducation thérapeutique tout au long de l'infection par le VHC. Et l'éducation thérapeutique qui se contente à apprendre le malade 15 jours avant son traitement, pour moi, ce n'est pas de l'éducation thérapeutique. Au sens où on l'entend, défini par l'OMS, maintenant par la Haute Autorité de Santé, ça devrait commencer à l'annonce du diagnostic. Des professionnels devraient pouvoir accompagner le malade dès l'annonce du diagnostic. Et donc, mise en place, suivi du traitement, échec virologique, tout le long, il devrait y avoir cette éducation. Et ce genre de consultation pourrait être assuré par des infirmières formées et permettre une meilleure observance. Donc, hépatite C, maladie chronique, rôle des soignants. Alors, souvent, pour les gens, c'est ressenti comme une maladie honteuse. Le patient est contaminant. Il ne fait pas la différence entre maladie contagieuse et maladie contaminante. La guérison est possible. Il ne sait pas toujours. Il y a les problèmes d'observance et il y a ces problèmes très importants d'altération de la qualité de vie. Et là, je reviens à l'éducation thérapeutique dans sa définition, qui vise à faire acquérir au patient des compétences du premier temps d'assurer par lui-même tout ou partie de son traitement et de réaliser les changements personnels nécessaires pour concilier son projet de vie avec les exigences de la gestion de la maladie et du traitement. Ça, c'est une citation de Rémi Gagnère. Et ça fait appel automatiquement à une équipe multidisciplinaire. Un malade ne devrait pas rester seul après qui que ce soit lui ait remis son diagnostic, puis voilà, c'est fini. Maintenant, tu vas te soigner ou pas, tu prends contact ou pas avec un spécialiste. Et ça, on le voit beaucoup trop souvent. Il y a eu un plan national, je vais finir là-dessus, hépatite 2009-2012, même si on était près de quasiment 2 ans avant, en 2007. Il a mis du temps à coucher. Il n'est toujours pas appliqué dans sa totalité, il n'y a pas ce qu'il faut pour le suivre, mais il y avait quand même 2 objectifs, moi, qui m'ont fait remarquer, qui m'ont beaucoup intéressé et sur lesquels l'association va intervenir ces jours-ci. C'était améliorer les pratiques de dépistage et de diagnostic biologique des hépatites B et C et celle du rendu des résultats. On l'a mis en toutes lettres. Et suite à ce travail, ce groupe d'experts dirigé par Françoise Roudot-Toraval, on a émis vraiment des choses précises. Alors la première action, c'était la validation par la Haute Autorité de Santé des algorithmes de dépistage et de diagnostic qu'on avait élaborés. Et c'est dit dans le plan, ce thème sera traité par la Haute Autorité de Santé début 2009. Ouais, je fais partie d'un comité pour élaborer les bonnes pratiques dans l'hépatite C, là, qui est mis au point ces jours-ci. Et j'ai demandé, il y a 3 jours, à un médecin de la HAS qui coordonne ce truc, qu'est-ce qu'il en est de ce truc-là? Je ne savais pas, c'est toujours pas au programme. Donc, on attend toujours la Haute Autorité de Santé. Il y a une deuxième action qui est une meilleure prise en charge financière des sérologies de l'hépatite B. À l'heure actuelle, elles sont remboursées qu'à 65%, et puis qu'une seule, l'antigène HBS. À la différence des sérologies VHC et VIH qui sont prises en charge 100%. J'ai regardé, il y a l'année dernière, tous les CDAG n'ont pas l'argent pour faire l'hépatite B. Il y en a où des endroits où ils ne le font pas. En Jura, un CDAG, il est ouvert le lundi matin à l'hôpital, point. Concernant l'annonce du résultat, qu'il soit négatif ou positif, il devra être accompagné de conseils personnalisés. Et ça, c'est dans le plan national aussi. Tout malade présentant un marqueur d'infection devra être informé et conseillé et devrait être orienté vers un médecin spécialiste si nécessaire.
Et objectif, permettre aux UD accueillis dans les CARUD de bénéficier d'un service de proximité assurant gratuitement un dépistage des hépatites et une vaccination contre l'hépatite B. Alors, signature de convention, centre CARUD et CDAG, proposition systématique et régulière tous les 6 mois aux UD fréquentant les CARUD d'un dépistage, éventuellement une vaccination contre l'hépatite B, mise en place d'un accompagnement de l'annonce du résultat, prévoyant notamment, ainsi de suite. De ce qui vient d'être évoqué du point de vue du patient, mais aussi sur l'un des problèmes qui est les plus récurrents chez les patients atteints d'hépatite C, mais aussi de VIH, c'est la question de la fatigue. On parlait de la nécessité de réviser les classiques sur l'abord de l'hépatite C et des difficultés qui sont associées. Je crois que là, c'est une manière de le faire en se plaçant du côté de ce qui est ressenti du côté du patient. Vous parliez d'énergie, et je crois que c'était assez clair. Il y a un versant qui est négatif, c'est l'épuisement et la fatigue, que les gens peuvent adopter au fur et à mesure de leur maladie sans trop s'en rendre compte, mais qui les paralyse dans beaucoup de choses, je pense. Ce que donnait l'analyse, finalement, donc c'est un peu illisible, mais je vais vous le détailler, quels étaient les facteurs qui étaient le plus associés à la perception de fatigue dans cette cohorte de patients. C'était d'abord le sexe féminin, avec une perception plus forte de fatigue, surtout sur le plan social, sur le plan des répercussions sociales, mais aussi de l'impact physique et de l'impact cognitif. Le fait de ne pas avoir d'emploi, qui était associé à un facteur social, qui était associé à un ressenti plus important, notamment au niveau social de nouveau, de perception de fatigue. Et pour ce qui était des symptômes dépressifs associés au traitement ou non de symptômes dépressifs, on voyait qu'il y avait un gradient qui était assez net entre la situation qui était le groupe de référence, c'est-à-dire auquel on comparait les autres groupes de patients qui avaient des symptômes dépressifs et un traitement de symptômes dépressifs, ce qui pouvait laisser supposer que ces patients étaient les plus sévères du point de vue des symptômes dépressifs, puisque malgré le traitement, ils continuaient à présenter des symptômes dépressifs. Vous voyez qu'il y a un gradient de -4 pour l'impact cognitif, impact physique, enfin il y a une graduation pour ceux qui avaient des symptômes dépressifs, mais pas de traitement des symptômes dépressifs. Ensuite, un gradient plus marqué pour ceux qui n'avaient pas de symptômes dépressifs, mais un traitement des symptômes dépressifs, ce qui pouvait laisser supposer que ceux qui étaient traités efficacement pour les symptômes dépressifs avaient moins de retentissement de la fatigue. Et enfin, pour ceux qui n'avaient ni symptômes dépressifs ni traitement de la dépression, donc qui a priori étaient indemnes de problématiques dépressives, qui avaient donc les scores les plus négativement corrélés. Il y avait aussi un lien avec les lymphocytes T4, pour ce qui est de l'impact physique et de l'impact social, de l'impact physique seulement, le nombre d'effets secondaires sévères, avec effectivement des scores plus élevés quand il y avait un nombre cumulé d'effets secondaires considérés comme gênants ou sévères, et traitement par efavirenz, qui est un traitement connu pour entraîner habituellement des troubles dépressifs chez les patients qui sont traités, qui là, au contraire, il y avait une association négative, ce qui sans doute, on pourrait y revenir après, mais ce qui sans doute s'explique par le fait que spontanément, tous les prescripteurs d'efavirenz avaient sélectionné les patients auxquels ils le prescrivaient, en évitant ceux qui avaient un tableau qui pouvait les prédisposer à des troubles dépressifs. Sur ces graphiques, où vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais tout à fait sur la gauche, c'est les patients qui n'ont pas de symptômes dépressifs et pas de traitement antidépresseur, donc qui ont les scores de ressenti de fatigue les plus faibles. Ensuite, ceux qui n'ont pas de symptômes dépressifs, mais un traitement enfin des symptômes dépressifs, donc pour lesquels on peut supposer qu'ils sont traités efficacement. Ceux qui ont des symptômes dépressifs et pas de traitement des symptômes dépressifs. Et enfin, ceux qui avaient des symptômes dépressifs malgré un traitement des symptômes dépressifs, qui ont les scores les plus élevés, alors qu'ils sont sans doute ceux qui ont les troubles dépressifs, donc les symptômes dépressifs les plus marqués, les plus sévères. Donc, en guise de conclusion, les symptômes dépressifs ont un poids significatif sur l'impact fonctionnel de la fatigue dans ces 3 dimensions chez les sujets co-infectés. Donc, c'est à prendre en compte, c'est un facteur considérable d'altération de la qualité de vie. Leur prise en compte est essentielle donc pour l'amélioration de la qualité de vie, et seul un tiers des patients présentant des symptômes dépressifs sont traités pour leurs symptômes dépressifs. Je pense que c'est une donnée importante, ça rejoint un peu les données des enquêtes qu'on a pu faire pour CEPSI sur la prise en compte des troubles addictifs ou des troubles psychiatriques par les infectiologues, etc., mais aussi par les psychiatres, avec une sous-détection des troubles associés.